Le chocolat va-t-il devenir un luxe en Europe? C'est une question qui peut sembler provocatrice. Et pourtant, elle est plus sérieuse qu'il n'y paraît. Le cacao, cette matière première indispensable à nos tablettes de chocolat, nos biscuits et même nos boissons, connaît une flambée historique. En quelques mois, son prix a atteint des records jamais vus depuis des décennies. Mais derrière cette hausse spectaculaire se cache une histoire bien plus complexe. Celle de millions de petits producteurs en Afrique de l'Ouest, de gouvernements qui tentent de garder le contrôle, de multinationales qui dominent la transformation, et d'une Europe qui impose ses règles via ses frontières. Aujourd'hui, sur Géopulse AZ, on plonge dans la crise du cacao. Pourquoi les prix explosent, qui fixent réellement les règles, qui profitent du marché? Et pourquoi, au final, les producteurs ivoiriens et ghanéens restent les moins gagnants de la chaîne? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter un peu dans l'histoire. Le cacao n'est pas une culture africaine d'origine. Il est introduit en Afrique de l'Ouest à la fin du XIXe siècle, à l'époque coloniale. Au Ghana, l'histoire retient le nom de Tété Kouarchi, un agriculteur qui aurait rapporté les premières cabosses de l'île de Fernando Po dans les années 1870. À partir de là, la culture s'est diffusée, encouragée par les autorités coloniales britanniques et françaises, car elle représentait une source de devises très attractive. Dès le début du XXe siècle, le cacao devient une culture de rente majeure. Après les indépendances, la Côte d'Ivoire et le Ghana renforcent cette orientation, au point que, dans les années 1970, la Côte d'Ivoire devient le premier producteur mondial. Aujourd'hui encore, ces deux pays représentent environ 60% de la production mondiale de cacao. Mais cette dépendance a un coût. Quand les prix du cacao chutent, comme dans les années 1980, les économies nationales s'effondrent. Quand ils explosent, comme aujourd'hui, cela ne garantit pas pour autant une amélioration durable pour les producteurs. Pourquoi? Parce que la chaîne du cacao est construite de telle sorte que la plus grande partie de la valeur ajoutée se crée loin des plantations. Le chocolat que vous achetez dans un supermarché européen ou nord-américain ne rémunère qu'à la marge les paysans qui ont récolté les cabosses. La transformation, la distribution, le marketing, tout cela capte la plus grosse part du prix final. Et cette dépendance n'est pas seulement économique, elle est aussi écologique et sociale. Les plantations vieillissent, les maladies se multiplient, les terres agricoles sont menacées par l'orpaillage illégal, et la main-d'œuvre est souvent précaire. C'est dans ce contexte que survient la flambée actuelle des prix du cacao. Pour bien comprendre, il faut analyser ce qui a perturbé l'offre et comment chaque acteur, du petit producteur jusqu'à l'Union européenne, réagit à cette crise. Commençons par ce qui se passe sur le terrain. En Afrique de l'Ouest, les cacaoyers sont fragilisés par deux grands ennemis. Le premier, c'est le virus du swollen shoot. Il est transmis par de petites cochenilles qui se nourrissent de la sève des arbres. Quand un arbre est infecté, ses branches gonflent, ses feuilles jaunissent, et il finit par dépérir. La seule solution, souvent, c'est d'arracher et de brûler l'arbre pour éviter la propagation. Mais replanter prend du temps. Un jeune cacaoyer met 5 à 7 ans avant de produire pleinement. Au Ghana, cette maladie a déjà détruit des dizaines de milliers d'hectares. Le second ennemi, c'est la pourriture brune ou noire des cabosses, causée par un champignon du genre Phytophthora. En saison humide, les cabosses pourrissent directement sur l'arbre, ce qui peut ruiner toute une récolte. On estime que dans certaines années, cette maladie cause jusqu'à 30% de pertes. À cela s'ajoute un autre problème, le vieillissement des plantations. Beaucoup de cacaoyers ont été plantés dans les années 1970 ou 1980 et sont aujourd'hui en fin de cycle productif. Sans replantation massive, les rendements baissent. Mais replanter coûte cher et demande une main-d'œuvre que les petits exploitants n'ont pas toujours. Résultat, la production diminue et cela contribue directement à la flambée des prix. Un autre problème inattendu est venu compliquer la situation. L'orpaillage illégal. En Côte d'Ivoire, comme au Ghana, des milliers de personnes se tournent vers l'exploitation artisanale de l'or. Pourquoi? Parce que le prix de l'or est élevé, que les revenus sont parfois immédiats et que la surveillance de l'État est limitée. Mais ces activités ont un coût énorme.
elles détruisent les plantations de cacao. Elles polluent les sols et les rivières au mercure. Elles détournent des jeunes travailleurs qui auraient pu travailler dans les champs de cacao. Dans certaines régions du Ghana, les agriculteurs abandonnent carrément leurs plantations pour se lancer dans l'orpaillage, jugé plus rentable à court terme. Mais ce choix épuise les terres et compromet l'avenir agricole. Ainsi, l'orpaillage illégal accentue la pression sur une ressource déjà fragile, la terre cultivable. Passons maintenant à un autre nœud du problème, les prix. En Côte d'Ivoire et au Ghana, les producteurs ne fixent pas leurs prix. C'est l'État qui s'en charge, à travers 2 régulateurs, le Conseil du café cacao, CCC, et le COCOBOD. Chaque année, ces organismes annoncent un prix bord champ, c'est-à-dire le prix garanti que les producteurs recevront pour leur cacao. En théorie, c'est une protection contre la volatilité des marchés internationaux. Mais en réalité, ce mécanisme a plusieurs limites. D'abord, il est basé sur des contrats à terme. La plupart du cacao de la campagne est vendu à l'avance, parfois 1 an ou plus avant la récolte, à des prix déjà fixés. Si les cours mondiaux s'envolent ensuite, comme en 2024 et 2025, les producteurs ne touchent pas la différence. Ensuite, le prix annoncé par l'État est souvent bien en dessous du prix mondial. Par exemple, en 2024, alors que les prix internationaux dépassaient 8 000 $ la tonne, le prix bord champ ghanéen était autour de 48 000 cedis, environ 3 900 $ la tonne, soit bien inférieur en proportion. Enfin, certains exportateurs et intermédiaires contournent ce système. Ils offrent des primes ou payent plus pour sécuriser des volumes, ce qui pousse à la contrebande vers les pays voisins. Cela fragilise le contrôle des États. À ce stade, une question logique se pose. Si ce sont les États qui fixent les prix, est-ce que les multinationales ont leur mot à dire? La réponse est oui, mais de manière indirecte. Les grands négociants et transformateurs, Barry Callebaut, Cargill, Olam, pour ne citer qu'eux, dominent la logistique et l'achat à grande échelle. Ils n'imposent pas officiellement les prix, mais ils influencent le système par plusieurs leviers. Les contrats à terme. Comme ce sont eux qui achètent, leurs offres influencent la capacité des États à garantir des prix plus élevés. La menace de diversification. Ils rappellent régulièrement qu'ils pourraient acheter plus en Amérique latine, par exemple en Équateur ou au Brésil, si les conditions deviennent trop coûteuses en Afrique de l'Ouest. Le lobbying. À travers des associations comme la World Cocoa Foundation, ils participent aux discussions sur les standards, la durabilité et les primes. Un exemple illustre bien cette influence. En 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont imposé une prime de 400 $ par tonne, appelée Living Income Differential, pour améliorer le revenu des producteurs. Les multinationales ont accepté en apparence, mais certaines ont réduit d'autres primes, comme celles liées à la qualité ou à la traçabilité, pour compenser. Résultat, le gain pour les producteurs a été largement limité. En ce qui concerne les enjeux, commençons par les producteurs, au cœur de cette histoire. En Côte d'Ivoire, comme au Ghana, la majorité des exploitations sont de très petites fermes familiales, souvent de 2 à 5 hectares. Ce sont ces familles qui assurent l'essentiel de la production mondiale de cacao. Et pourtant, elles ne captent qu'une infime part de la valeur. Quand vous achetez une tablette de chocolat à 2 € en Europe, moins de 10% de ce prix revient au producteur. Le reste est absorbé par la transformation, la distribution, les taxes et le marketing. Le paradoxe est donc évident. Ce sont ceux qui cultivent le cacao, souvent dans des conditions difficiles, qui gagnent le moins. Beaucoup de familles vivent avec moins de 2 $ par jour, malgré l'importance stratégique de leur production. Certes, les États ont mis en place des mécanismes de protection, comme le prix minimum garanti ou des programmes sanitaires. Mais cela reste largement insuffisant face à la flambée du coût de la vie, aux maladies des plantations et aux exigences croissantes des acheteurs internationaux. Passons maintenant aux États. La Côte d'Ivoire et le Ghana dépendent fortement du cacao pour leurs recettes d'exportation. Pour la Côte d'Ivoire, le cacao représente environ 40% des recettes d'exportation. Pour le Ghana, c'est un pilier fiscal et commercial.
Cette dépendance place les gouvernements dans une position délicate. D'un côté, ils veulent protéger leurs producteurs, car une partie importante de la population vit du cacao. De l'autre, ils doivent garantir un flux régulier de devises pour leurs économies nationales. Résultat, leurs politiques sont souvent tiraillées. Ils fixent un prix bord champ pour sécuriser les producteurs, mais ce prix reste inférieur aux cours mondiaux. Ils annoncent des programmes de replantation, mais les financements manquent. Pour sortir de cette dépendance, les deux pays misent sur la diversification. La Côte d'Ivoire développe fortement la filière cajou, dont elle est déjà le premier producteur mondial, ainsi que l'huile de palme. Le Ghana a mis en place une Tree Crop Development Authority qui promeut 6 cultures d'arbres, dont le karité, l'hévéa et la noix de coco. Mais ces transitions prennent du temps, et pour l'instant, le cacao reste la colonne vertébrale de leurs économies. Ensuite, il y a les multinationales. Quelques entreprises dominent la chaîne mondiale du cacao. Barry Callebaut en Suisse, Cargill aux États-Unis, Olam à Singapour. Elles contrôlent une grande partie de la transformation primaire. Broyage des fèves, production de pâtes, de beurre et de poudre de cacao. Ces étapes sont cruciales car elles déterminent la qualité et conditionnent l'industrie du chocolat. Les multinationales possèdent des usines en Afrique de l'Ouest, mais la majorité de la valeur ajoutée est captée ailleurs, en Europe, en Amérique ou en Asie. Elles exercent aussi un pouvoir de négociation énorme. Ce sont elles qui achètent les volumes massifs et qui fixent les standards de qualité et de durabilité. Quand elles exigent de la traçabilité ou des certifications, les producteurs doivent s'adapter, souvent à leurs frais. En clair, sans être les fixateurs officiels de prix, elles influencent fortement le marché par leur poids économique. L'Union européenne est le premier marché d'importation du cacao ivoirien et ghanéen. Et elle impose désormais ses conditions avec un nouvel instrument, le Règlement anti-déforestation, ou EUDR. Adopté en 2023, ce règlement interdit l'entrée sur le marché européen de produits liés à la déforestation. Le cacao est concerné, tout comme le café, l'huile de palme ou encore le soja. Concrètement, cela signifie que les importateurs devront prouver que leur cacao n'a pas été cultivé sur des terres déboisées après 2020. Cela oblige les producteurs africains à tracer leurs plantations avec des coordonnées GPS, à vérifier leurs pratiques et à respecter des standards définis à Bruxelles. L'UE n'impose pas de loi sur le territoire africain, mais elle conditionne l'accès à son marché. Comme l'Europe est incontournable pour le cacao, ces règles s'appliquent de fait à toute la filière. Pour certains, c'est une avancée écologique. Pour d'autres, c'est une contrainte lourde qui risque d'exclure des petits producteurs incapables de prouver la traçabilité de leurs parcelles. Enfin, il y a nous, les consommateurs européens ou nord-américains. La conséquence immédiate de cette crise, ce sont des prix plus élevés du chocolat, des biscuits et des produits transformés. Mais au-delà du prix, il y a une question de perception. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux labels, aux conditions de production, aux questions de durabilité. Cela pousse les marques à mettre en avant le commerce équitable, les certifications bio ou les initiatives de traçabilité. Mais ces labels, même s'ils apportent un petit supplément de revenus, ne changent pas fondamentalement l'équilibre de la chaîne. La plus grande partie du prix reste captée loin des plantations. Pour bien comprendre les enjeux, il faut regarder la répartition des bénéfices. En haut de la chaîne, ce sont les grandes marques de chocolat et les distributeurs qui captent la plus grosse marge. Les tablettes de chocolat vendues en Europe à plusieurs euros rapportent peu aux producteurs. Au milieu, les transformateurs et négociants mondiaux captent une marge importante en broyant, transformant et redistribuant le cacao. En bas, les producteurs, qui fournissent pourtant la matière première, reçoivent la part la plus faible. En Côte d'Ivoire et au Ghana, moins de 5% du cacao produit est consommé localement sous forme de chocolat ou de boisson. Même quand il est transformé sur place en beurre ou en poudre, il est réexporté. La valeur ajoutée reste donc concentrée ailleurs. Quand on parle d'avenir du cacao, il est impossible de donner une certitude.
Trop de variables sont en jeu. La météo, les maladies, la politique commerciale des États, le comportement des multinationales, ou encore les nouvelles régulations européennes. Mais on peut dessiner 3 grands scénarios possibles. Un scénario central, un scénario favorable et un scénario défavorable. Premier scénario, central. Dans ce scénario, la situation reste tendue, mais relativement maîtrisée. Les programmes de replantation lancés en Côte d'Ivoire et au Ghana commencent à donner des résultats, même si c'est lent. Les pluies sont suffisantes, sans excès, qui favoriseraient les maladies. Les exportations continuent d'affluer, mais à des niveaux plus faibles que la moyenne historique. Les prix internationaux du cacao restent donc élevés, au-dessus des moyennes passées, mais se stabilisent autour d'un plateau. Disons entre 5 000 et 6 000 $ la tonne. Pour les producteurs, cela permet une petite amélioration, même si le prix bord-champ, fixé par l'État, reste en dessous des cours mondiaux. Côté multinational, elles continuent d'absorber une partie de la hausse, mais elles la répercutent aussi aux consommateurs. En Europe, le chocolat devient un peu plus cher, mais reste encore accessible. Ce scénario est le plus probable à court terme. Il suppose que les crises sanitaires et environnementales ne s'aggravent pas, et que la coordination entre la Côte d'Ivoire et le Ghana tienne bon. Deuxième scénario, favorable. Ici, on imagine une amélioration notable. Les campagnes de lutte contre le virus du swollen shoot et contre la pourriture brune donnent des résultats. De nouvelles variétés plus résistantes sont diffusées. Les producteurs sont soutenus par des programmes d'intrants et de crédits. Les replantations s'accélèrent. Dans ce contexte, la production repart à la hausse. Les volumes disponibles augmentent, ce qui allège la pression sur le marché mondial. Les prix, qui avaient flambé, redescendent à des niveaux plus stables, autour de 3 500 à 4 000 $ la tonne. Pour les producteurs, cela ne signifie pas nécessairement une explosion de revenus, mais cela leur assure une certaine sécurité. Pour les consommateurs européens, c'est un soulagement. Les prix du chocolat cessent de grimper et les industriels respirent. Ce scénario favorable suppose une mobilisation forte des États producteurs, un soutien international et des conditions climatiques relativement favorables. Il est possible, mais il demande des efforts soutenus et une bonne coordination. Troisième scénario, défavorable, c'est le scénario pire. Le virus du swollen shoot continue de se répandre, obligeant à arracher encore plus de plantations. La pourriture noire détruit des récoltes entières pendant les saisons des pluies. L'orpaillage illégal gagne du terrain, réduisant la surface cultivée en cacao. Dans le même temps, la coordination entre la Côte d'Ivoire et le Ghana s'affaiblit. Faute d'entente sur les prix et les volumes, chacun cherche à vendre de son côté, ce qui fragilise leur rapport de force face aux multinationales. Résultat, la production s'effondre. Les prix mondiaux du cacao atteignent des niveaux records, au-delà de 8 000 ou 10 000 $ la tonne. Mais paradoxalement, les producteurs n'en profitent pas. Les prix bord-champ n'augmentent pas au même rythme et les coûts de production explosent. Pour l'Europe, le chocolat devient véritablement un produit de luxe. Les tablettes de base augmentent fortement. Les produits premium deviennent inaccessibles pour une partie des consommateurs. Les industriels réduisent leur gamme, remplacent une partie du cacao par d'autres ingrédients ou délocalisent certaines productions. Ce scénario défavorable aurait aussi des conséquences politiques. Protestation des producteurs, tensions sociales et risque d'instabilité dans des régions déjà fragiles. Le cacao est plus qu'une simple matière première. C'est une vitrine des déséquilibres de la mondialisation. Les producteurs ivoiriens et ghanéens cultivent le cacao, mais captent la plus petite part de la valeur. Moins de 10% du prix final d'une tablette leur revient. Les États fixent officiellement les prix, mais leur marge de manœuvre est limitée par les contrats à terme et par la pression des multinationales. Les multinationales dominent la transformation et la distribution, et donc la rentabilité du secteur. L'Union européenne, premier marché importateur, impose ses conditions à travers des règles comme le règlement anti-déforestation, l'EUDR, qui redessine les normes de production au-delà de ses frontières. Enfin, les consommateurs européens paient plus cher leur chocolat.
sans que cela change fondamentalement le sort des producteurs. Cette crise révèle aussi les risques systémiques. Les maladies du cacaoyer, comme le virus du swollen shoot et la pourriture noire, qui fragilisent les rendements. L'orpaillage illégal qui détourne terres et travailleurs. Le vieillissement des plantations qui menace la production à long terme. En somme, l'Afrique de l'Ouest porte sur ses épaules une culture héritée de la colonisation, devenue pilier économique mondial, mais qui reste marquée par une asymétrie profonde entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Alors, selon vous, quel scénario est le plus probable? La stabilisation, le rebond, ou au contraire, une aggravation de la crise qui ferait du chocolat un luxe réservé à une minorité? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez suivre avec nous les grands dossiers géopolitiques qui se cachent derrière nos produits du quotidien, abonnez-vous à Géopulse AZ. Activez la cloche, partagez cette vidéo et rejoignez la discussion. Parce que comprendre le cacao, c'est comprendre beaucoup plus que du chocolat. C'est entrer au cœur des rapports de force du monde d'aujourd'hui.